à tous, bienvenue sur la chaîne de Lycépien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Maffezoli, sociologue et écrivain. La populace ne fait que des émeutes. Pour une révolution, il faut un peuple, disait Victor Hugo. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs soulèvements populaires dans de nombreux pays, par exemple aux États-Unis, à travers la manifestation du 6 janvier 2021, ou en France, à travers le mouvement des Gilets jaunes. Ces révoltés sont ceux dont parle M. Maffezoli dans son dernier ouvrage, L'ère des soulèvements, paru aux éditions du Cerf. Merci monsieur d'être présent avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre dernier ouvrage. Votre ouvrage traite en partie de la crise du Covid. Quels effets a-t-elle eu sur l'esprit du peuple ? Bon, la crise du Covid, c'est deux chapitres uniquement. Disons que mon hypothèse, j'ai dit ça et je l'expliquerai, c'est l'ère des soulèvements, c'est-à-dire ce n'est plus simplement ce qu'était la révolution, mais au contraire des espèces de manifestations qui ont d'antique mémoire. Les jacqueries du Moyen-Âge, c'était pas autre chose finalement. C'est-à-dire comment, d'une certaine manière, quand il n'y a plus un accord entre le peuple et ses élites, eh bien de temps en temps, permettez-moi de le dire de manière un peu vulgaire, ça pète. Ras-le-bol. Et je crois que c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. Alors ça peut prendre diverses formes. Le Covid en était en une. Les manifestations multiples qui ont lieu ici ou là en France le samedi en sont d'autres explosions. Je considère que les grands rassemblements juvéniles, les musicaux, les rave parties et autres perspectives de cet ordre s'inscrivent dans cette lignée-là. Voilà un peu mon sentiment. Sous votre plume, on sent venir la fin d'une idéologie moderne, le XXe siècle, celle-ci est remplacée par des valeurs traditionnelles renouvelées. Vous parlez d'écosophie. Pourriez-vous nous expliquer un peu mieux, plus précisément, quel est ce changement de paradigme que vous percevez ? Vaste sujet. Je considère que quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, il y a des époques. Les époques, ça dure, c'est pas le siècle qui est en train de s'écouler, ou celui d'avant, c'est 3-4 siècles. C'est-à-dire la modernité, ce qu'on appelait les temps modernes, commence avec le XVIIe siècle, se parfait avec le XVIIIe, philosophie des Lumières, trouve ses assises institutionnelles au XIXe, et à mon avis, fonctionne jusqu'à la moitié du XXe. Voilà. Dans ce qu'on appelle la modernité, il y avait quelques valeurs, l'individualisme, le rationalisme, le progressisme, si je prends le tripode qui me paraissait être ce sur quoi sont fondées ces institutions. Et d'une lente manière, on assiste à la saturation de ces valeurs, en particulier repérable d'ailleurs chez les jeunes générations, qui ne se reconnaissent pas dans le jeu mais dans le nous. Ce n'est plus simplement le rationalisme, et j'insiste là-dessus depuis longtemps, l'émotionnel, et ce n'est plus demain on rasera gratis, mais au contraire, c'est pas le progressisme, mais ce qui est vécu maintenant, reprenant des éléments, en effet, vous avez raison de le souligner, de la tradition. C'est-à-dire ce que dans notre progressisme bené et un peu destructeur, on avait cru dépasser, ce qui est la tradition, tradar, ce qui a été donné, je le transporte, eh bien ces valeurs-là, pré-modernes, archétypale, si on joue d'une manière un peu savante, eh bien, retrouve une force et vigueur indéniable. C'est ce qui est en jeu actuellement. Alors, dans votre partie, du coup, consacrée au totalitarisme, vous soulevez l'idée que les régimes mis en place souhaitent réduire l'homme en animal politique, notamment par la mise en place de réglementations beaucoup plus minutieuses, beaucoup plus strictes. D'où ma question, pensez-vous qu'à l'avenir, les mesures seront-elles de beaucoup plus contraignantes et est-ce qu'elles encadreront nos vies quotidiennes, nos vies de tous les jours? Si vous voulez, quand j'étais tout jeune, dans les années 70, j'avais fait ma thèse d'État, ce qu'on appelait la thèse d'État, et qui a été publiée sous le titre La violence totalitaire. Et je montrais qu'à ce moment-là existaient des totalitarismes nazis ou communistes. Totalitarisme stricto sensu. Et pour ma part, je montrais qu'était en train de s'élaborer un totalitarisme doux. Quelque chose qui ne se reconnaissait pas comme tel. Et le totalitarisme doux, c'était une hygiénisation de la vie sociale, une asepsie de la vie sociale, ce que j'appelais une idéologie du service public. Voilà. Et à mon sens, c'est ce qui est en jeu actuellement, mais à mon sens, le totalitarisme doux, et c'est ce que j'appelle moi les soulèvements, ne fait plus recette. Voilà. Et que de fait, il y a des formes contraignantes, et on le voit. Je veux dire, tout ce qui s'est passé dans les 2 ans qui viennent de s'écouler rend attentif, encore une fois, cette même... Je te protège, tu te soumets.
hein, voilà la règle simple. Mais en même temps, moi je considère qu'il y a actuellement justement des insoumissions contre cette aseptie, contre cette hygiénisation de la vie sociale. Je ne sais pas si je vous réponds, mais enfin voilà un peu ce qu'est mon sentiment. Je dis bien, hein, tout ce que je dis, tout ce que j'écris, ce sont des hypothèses. Hein, ce n'est pas des prophéties, hein, ce n'est pas encore des systèmes, hein, c'est des hypothèses. Merci. Vous parlez d'une civilisation qui, à travers la gestion de la crise Covid, semble se déliter. Pensez-vous que les soulèvements populaires, comme les Gilets jaunes ou le convoi de la liberté qu'on a pu voir dernièrement, peuvent faire basculer la tendance de l'époque postmoderne? Peuvent passer de la modernité à ce que certains, je suis de ceux-là, appellent la post-modernité. Oui, hypothétiquement, oui. Moi, je considère qu'il y y aura des soulèvements de cet ordre, c'est-à-dire encore une fois quelque chose qui marque, j'emprunte ici un terme qui est à la fois simple et qui me plaît beaucoup d'un sociologue américain, Sorokin, il y a un processus de saturation. Le processus de saturation, c'est quand je sale un verre d'eau ou un verre de sel au sucre, je ne m'en souviens plus, jusqu'au dernier moment, je ne le vois pas. Et puis tout d'un coup, c'est les derniers grains de sel ou de sucre qui fait que le verre d'eau est saturé. Voilà mon hypothèse. C'est-à-dire qu'en effet, cette espèce de contrainte des pouvoirs, pas uniquement en France d'ailleurs, hein, on le voit mondialement, hein, c'est-à-dire des élites en perdition, s'emploient en quelque sorte à rester au pouvoir. Mais de mon point de vue, la puissance populaire, hein, c'est ça que j'appelle moi le début de la postmodernité, est en train de se manifester. Vous opposez régulièrement ce que vous nommez la théatrocratie et le génie populaire. Pourriez-vous nous expliquer un peu mieux en quoi consistent ces deux concepts et comment est-ce qu'ils s'expriment dans le réel? J'aime rendre à César ce qui lui revient. Théatrocratie, c'est pas de moi, c'est de Platon, dans la République, où il montre que quand il y a une dégénérescence de la démocratie, c'est-à-dire dans le sens simple du terme, de la gestion de la cité, à ce moment-là, il y a ce qu'il appelle théatrocratie. C'est-à-dire, dans le fond, on met en spectacle, on théâtralise, puisque la parole publique n'a plus une réalité, n'a plus d'efficacité. Voilà. Eh bien, de mon point de vue, cette théâtralisation est quelque chose qui est en train de se généraliser, de la présidence qui était un théâtreux jusqu'aux divers ministres qui jouent sur la théâtralisation. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu comme ami Guy Debord, qui avait parlé de la société de spectacle, ou mon regretté ami Jean Baudrillard, qui parlait du simulacre. Eh bien, entre la théatrocratie platonicienne, la société de spectacle et le simulacre, et au milieu, il y a Pascal qui parle, encore une fois, du divertissement. Voilà, nous sommes dans un de ces moments de décadence. Hein, mais c'est pas bien grave, la décadence. Ça veut dire qu'il y a toujours une renaissance. Voilà. Mais dans ces moments de décadence, il y a une grande théâtralisation. La parole publique n'a plus de vraie fonction. Merci. Vous faites beaucoup l'éloge du génie populaire. Malgré les difficultés qu'il a à trouver une expression claire et cohérente, est-ce que, selon vous, il faut le soutenir constamment, systématiquement? Le soutenir, oui, en fait, c'est pas mon métier. Moi, je suis un intellectuel. J'ai jamais été engagé. Je tiens à le rappeler, là. Je suis Weberien, le savant et le politique. Hein. Mais oui, de vieille tradition, je considère qu'il y a une sagesse populaire. Et que de temps en temps, cette sagesse populaire tente à s'exprimer. Hein, dans le sens simple du terme, comme j'exprime le jus d'une orange. On fait ressortir quelque chose. Et en la matière, oui, cette idée du génie populaire, revenons aux étymologies. Gens, gent, la gente, on dit dans le vieux français, c'était justement ce qui caractérisait le peuple. Voilà. Et de mon point de vue, il y a retour de cette sagesse populaire, et d'où ce désaccord qui existe entre les élites et le peuple actuellement. D'ailleurs, ces démocrates qui sont très peu démophiles ne parlent pas du peuple. Ils disent populisme, voilà, par exemple. Voilà une manière de stigmatiser, encore une fois, ce qui pour moi est quand même le fondement. Je cite souvent saint Thomas d'Aquin, Aunis potestas a populo. Toute la puissance vient du peuple, et on l'oublie parfois, c'est le cas actuellement, mais à mon sens, cette puissance est en train de se rappeler à notre bon souvenir. Vous parlez également des nouvelles formes émergentes d'être ensemble. Comment imaginez-vous les nouvelles institutions qui pourraient naître de ces nouvelles formes d'être ensemble émergentes? Et pensez-vous que nous irons vers plus de délégation de pouvoir, par exemple?
ça, j'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Ce que je peux dire, c'est que les diverses institutions qui se sont élaborées à partir du 19e siècle prennent l'eau de toutes parts. Cela dit, les astrophysiciens nous montrent qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. Le foyer s'en est éteint, on continue. C'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Ces institutions sont déphasées, d'où les soulèvements multiples et divers. Alors, mais à partir de là, j'en sais rien. Moi, je dis, ça va être, revenons cette idée de Pareto, circulation des élites. On peut imaginer que, et je suis attentif personnellement aux réseaux aux sociaux, aux forums de discussion, aux blogs, etc., que c'est là qu'est en train de s'élaborer une nouvelle élite qui, de fait, remplacera remplacera stricto sensu celle qui est totalement déphasée actuellement. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais à mon sens, c'est quelque chose de cet ordre, soyons clairs, qui se passe chaque 3 ou 4 siècles. Il faut prendre un peu de recul quand on réfléchit un peu sérieusement. Et d'une certaine manière, je vous prie de m'excuser, puisque vous êtes ici une école de sciences politiques, mais je pense que la forme partie a fait son temps. La forme partie, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en congruence avec justement quelque chose qui va être, je ne sais pas moi, les voisinages, le quartier, la commune, ce qu'était étymologiquement la démocratie, dans son sens étymologique, la police, la cité, la gestion de la cité. Platon justement rappelle que ne pouvait gérer la maison commune que celui qui avait géré sa propre maison, c'est-à-dire le concret, le réel. Voilà un peu moi ce qui me paraît étrange. Merci. Michel Maffezoli, merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que l'entretien vous a plu. Si vous aussi vous avez apprécié l'interview, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.